La détransition concerne celles et ceux qui ont fait le choix de la transition sexuelle et qui ont à un moment donné décidé d'interrompre ce processus pour revenir à leur sexe d'origine. Il y a un reportage qui a été consacré à cette question de la détransition sur Radio-Canada qui mentionne le malaise qui entoure cette question de la détransition. Un malaise qui est perceptible dans la réception du projet de recherche de James Caspian, qui est un psychothérapeute qui entendait étudier ce phénomène de la détransition et a vu l'université qu'il accueillait le refuser au motif qu'il était politiquement incorrect, qu'il pouvait nuire à l'université et causer du tort inutilement. Le tort en question concerne la communauté trans, dont certains membres ont fait savoir qu'ils s'inquiétaient qu'une trop grande importance accordée au sujet de la détransition, qui est un sujet très minoritaire, puisse remettre en cause des droits difficilement acquis. Pour d'autres activistes de la communauté trans, la question de la détransition, le sujet de la détransition est un cheval de bataille des transphobes et des cis. De la même manière que la communauté trans a pu faire entendre sa voix et a dénoncé le silence qui pouvait entourer sa condition et fait que sa voix était étouffée par la majorité, eh bien, dans la même logique, il semble important que la marge de cette communauté, la minorité de la minorité, puisse aussi faire entendre sa voix, non pas en tant que représentative, mais en tant qu'elle est minoritaire. Sinon, en effet, elle court le risque d'être réduite au silence par la majorité de la minorité. Pour revenir à James Caspian, son projet de recherche refusé, une fois son projet de recherche refusé, il a entamé des poursuites judiciaires contre l'université, n'a pas obtenu gain de cause. Et il y a 54 chercheurs qui ont signé une tribune dans le Guardian pour dire qu'ils s'inquiétaient des entraves qu'ils pouvaient rencontrer dans leurs recherches sur la transition ou la détransition et sur les accusations de transphobie dont ils pouvaient être l'objet. Toutes ces questions, finalement, nous amènent à considérer la question de la précarité de la parole. Précarité au sens de remise en cause et de fragilisation de la parole. Une précarité qu'on peut percevoir du côté de l'académie, précarité de la parole académique, dont ces chercheurs donnent une illustration, et précarité aussi de la parole du sujet en souffrance. James Caspian a fait d'une certaine manière l'expérience des deux, en tant que chercheur isolé, et aussi parce que celles et ceux dont il souhaitait recueillir la parole ont dit leurs difficultés et ont parfois refusé justement de faire mention de leur parcours et de leur expérience de détransition, indiquant leur traumatisme en même temps que leur réticence à prendre cette parole. On perçoit l'enjeu qu'il y a dès lors dans cette prise de parole, qu'elle soit pour dire la transition ou pour dire la détransition. En ce qui concerne la transition, beaucoup ont pu témoigner du soutien qu'ils ont pu recevoir de la part de la communauté trans et de l'importance que ça a eu pour eux dans leur outing. Clara, qui est une jeune femme qui témoigne sur Radio-Canada, dit justement, elle a détransitionné et elle dit que dans son outing, le soutien de la communauté trans a été extrêmement important pour elle et lui a donné un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais eu et qui n'existe pas à l'école. Et que justement maintenant, même si elle se sent beaucoup mieux en étant redevenue fille, ce qui est difficile pour elle et qui lui reste à faire, c'est d'annoncer ce changement à l'école. Et ça, c'est une difficulté importante pour elle et on sent la solitude dans laquelle elle se situe à cet endroit. Par ailleurs, on peut citer un autre exemple qui illustre cette question de la précarité de la parole, de la prise de parole dans le moment de transition ou de détransition. C'est l'exemple de Mike Penner, qui est un journaliste sportif qui a été très célèbre en 2007 lorsqu'il a fait son outing dans les colonnes même du journal qu'il employait et qu'il a annoncé devenir Christine Daniels. Christine Daniels est devenue donc journaliste sportif et a signé des articles pendant une année et elle s'est tue soudainement et Mike Penner a alors repris son identité d'homme sans donner aucune explication sur ce sujet-là. C'était
en tout cas très surprenant à l'époque parce que Christine Daniels est devenue une icône pour la communauté trans. Elle tenait un blog qui était extrêmement suivi sur sa transition et du jour au lendemain, le blog a été fermé et on a vu réapparaître dans les colonnes du journal, sans un mot, l'identité de Mike Penner. Il y a un reportage qui a été consacré à Christine Daniels, Mike Penner, et qui essaye de mettre des mots finalement et de tenter d'éclairer ce trou noir, ce moment de silence qui commence avec la détransition de Christine Daniels et qui termine avec le suicide de Mike Penner. On a aussi, dans cette question de la prise de parole liée à la transition ou à la détransition, le témoignage de celles et ceux qui confient avoir le sentiment d'avoir commis une erreur dans leur transition, en se lançant dans le processus de transition. Une erreur avec le sentiment d'une erreur attaché ou associé à une culpabilité afférente. Et là, je m'appuie sur le témoignage de Lucas qui tenait une chaîne YouTube sur sa transition et sa prise de testostérone et qui fait une vidéo pour annoncer qu'il redevient Lou. Et elle dit alors, Lou, qu'elle s'excuse auprès de ses followers et de la communauté qui suivait sa transition parce qu'elle pense avoir commis une erreur en transitionnant et qu'elle se sent 100% fille. Et puis, une vidéo ultérieure est réalisée cette fois par Lucas. Et Lucas nous dit avoir repris sa transition et se sentir finalement 100% garçon. Le témoignage est très subtil et il y a vraiment un effort de ce jeune homme d'essayer de rendre compte des difficultés qu'il a pu rencontrer dans ses affaires d'identité, d'identification à un genre ou à un autre. Mais ces allers-retours finalement entre ce 100% fille et ce 100% garçon nous amènent à faire le constat avec Lacan de la difficulté qu'il y a à dire et de l'impossibilité qu'il y a à dire une vérité toute, une vérité totalisante ou aussi une vérité fixe. Et finalement d'énoncer par là avec certitude ce qu'on serait ou ce qu'on est à 100%. Être quelque chose à 100% finalement renvoie à un idéal identificatoire qui mériterait d'être déconstruit pour pouvoir finalement se sentir un peu allégé d'avoir à incarner un type et à réaliser un type, entre guillemets. Parmi les témoignages des jeunes détransitionneuses que la journaliste de Radio-Canada a pu recueillir, on peut citer Elena aussi, qui se déclare d'abord avec sa transition homme plutôt que lesbienne. Et finalement, elle confesse que dans sa décision de détransition, ce qui a primé, c'est qu'elle s'est aperçue que elle était lesbienne, mais elle n'était pas un homme. Et que il a fallu pour elle, pour énoncer cette vérité de son orientation sexuelle, en passer d'une certaine façon par un mensonge, par le fait de prendre le corps d'un homme et de se dire homme pour pouvoir faire face à cette difficulté rencontrée. Et donc, on peut poser la question du politiquement correct ou du politiquement incorrect et de savoir où il se situe. Si c'est de devoir devenir un homme pour pouvoir aimer une femme ou si c'est de pouvoir assumer dans un moment aussi difficile qu'est celui de l'adolescence, rempli de surprises, d'être une femme qui aime les femmes. Dans les autres témoignages qui ont été recueillis par la journaliste de Radio-Canada, une autre des jeunes filles qui a détransitionné évoque le fait que sa transition était surtout motivée par l'horreur qu'elle avait de son propre corps. Et une autre mentionne quant à elle l'inadéquation qu'elle pouvait ressentir entre son être et ce qu'elle était censée être amenée à incarner, à savoir en tant que fille, un objet prêt à consommer pour les hommes, et l'image de la femme objet finalement la terrifiait complètement.
Donc, que ce soit dans le premier, dans le second, dans le troisième des témoignages qu'on vient d'évoquer, ce qui me semble important, c'est que finalement, la question qui les anime se situe au plus intime d'elles-mêmes et dans l'acceptation ou dans le rejet de l'altérité qui est en soi. Et là où le sujet qui a transitionné éprouve une inadéquation entre son sexe et son genre, et d'une certaine façon, lorsqu'il se sent allégé par cette transition, se trouve quitte finalement de cette inadéquation, eh bien le détransitionneur ou la détransitionneuse, eh bien lui fait l'expérience de la persistance de cette inadéquation malgré la transition, et d'avoir finalement ou d'avoir affaire avec le sentiment d'un corps étranger, d'être et d'avoir un corps étranger. Cette expression de corps étranger qui est par ailleurs particulièrement bien rendue par l'expression latine qui est à l'origine corpus alienum.